Mon fiancé a menacé, je vais révéler ta soi-disant liaison à mon enterrement de vie de garçon. Tout le monde saura. Je ne l'ai jamais trompé. J'ai dit, parfait. Le soir même, quand il m'a accusé devant ses invités, j'ai affiché mes preuves relevées, GPS, vidéo montrant qu'il mentait. Puis j'ai annulé le mariage devant tout le monde. Mon nom est Lorraine. J'ai 31 ans et 3 semaines avant mon mariage, mon fiancé m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il allait révéler ma liaison à ma propre douche nuptiale. Il ne l'a pas dit comme une question. Il l'a dit comme un rappel de calendrier. Il était 9h47 un samedi matin lorsque mon téléphone s'est allumé sur le comptoir de la cuisine, juste à côté de la pile de cadeaux que je devais apporter au country club. J'espère que tu es prête pour aujourd'hui. Je vais dire à tout le monde à ta douche nuptiale ce que tu as fait. Chaque personne saura que tu es une tricheuse. Ta mère, ta sœur, toutes. Tu nous as détruits. J'ai regardé l'écran si longtemps que le fil de discussion s'est estompé. Ma première pensée n'a pas été la panique. C'était, est-ce une blague? Quelqu'un a-t-il volé son téléphone? Je l'ai pris avec des doigts engourdis. De quoi parles-tu? Sa réponse est venue presque instantanément, comme s'il avait attendu que je demande. Ne fais pas l'idiote. Je sais pour lui. Les nuits tardives, les voyages d'affaires, tout ça. J'ai des preuves. Tout le monde verra quel genre de femme tu es vraiment. 14h, sois là ou pas. De toute façon, tout le monde le saura aujourd'hui. Je suis chef de projet informatique. Ma vie est faite d'horodatage et de pistes d'audit. Si vous me demandez où j'étais jeudi dernier à 21h13, je peux probablement sortir 3 systèmes différents pour le prouver. Je ne trichais pas. Il n'y avait pas de « lui ». Je me suis appuyé contre le comptoir en essayant de respirer malgré la soudaine oppression dans ma poitrine. Ça devait être un malentendu, une confusion, quelque chose. Pouvons-nous s'il te plaît en parler? Appelle-moi. 3 points sont apparus, puis ont disparu. Un dernier message. Garde ça pour la douche. On se voit à 14h ou pas, puis plus rien. Je suis resté là, dans ma cuisine, en vieux t-shirt et leggings. Les cheveux à moitié bouclés, regardant mon avenir basculer. Les nuits tardives. Nous venions de faire une migration de système le mois dernier. J'avais été au bureau avec toute mon équipe jusqu'à minuit temps de vendredi que le personnel de nettoyage connaissait ma commande de café. Les voyages d'affaires. J'étais allé à exactement 2 conférences cette année, toutes 2 réservées par l'entreprise, toutes 2 avec mon patron et une douzaine d'autres personnes. Chambre d'hôtel payée par la carte d'entreprise, mauvais œufs de buffet, présentation PowerPoint interminable. L'idée qu'il y ait un amant secret caché dans tout ça a été presque risible. Presque. Parce que mon fiancé, Evan, ne plaisantait pas. Il construisait une histoire et il prévoyait de la raconter devant ma mère, ma sœur, mes amis et environ 50 personnes qui pensaient venir célébrer mon avenir. Quelque chose de froid m'a parcouru l'échine. Il a dit qu'il avait des preuves. J'ai ouvert notre onglet partagé, localisé mon téléphone. Nous l'avions activé il y a 2 ans après que j'ai eu une crevaison sur l'autoroute. Le genre de décision de couple pratique et responsable qui semblait ennuyeusement aimante à l'époque. Maintenant, ça ressemblait à un pistolet chargé sur la table. Je suis passé à son appareil, historique de localisation. Mercredi dernier, il m'avait dit qu'il était chez son ami Tyler pour l'aider à assembler un nouveau barbecue. Soirée entre mecs, bière, fumée, tout ça. Son GPS, pas la petite maison confortable de Tyler avec l'allée pourrie. Un complexe d'appartements que je ne reconnaissais pas Riverside Appartement. Il y était de 19h à presque minuit. Vendredi. Il avait dit qu'il emmenait sa mère faire du shopping. Elle veut mon avis sur de nouvelles chaises de salle à manger, avait-il dit en levant les yeux au ciel comme le beau soleil. Son historique de localisation, un hôtel près du centre-ville, 3 heures au milieu de l'après-midi. Mon estomac s'est noué. Hier soir, il a envoyé un SMS, soirée entre mecs, tardive, ne m'attends pas, avec un emoji tirant la langue. Son point, Riverside Appartement à nouveau jusqu'à 2h14 du matin. J'ai fait défiler plus loin. Mon doigt a recommencé à trembler. Encore et encore, le même complexe d'appartements revenait sans cesse, inséré dans des endroits où il m'avait raconté d'autres histoires. Séance de sport, course, soirée poker. Ce n'était pas un bug. C'était un schéma.
Mon téléphone m'a presque glissé des mains alors que j'appelais la seule personne à qui je faisais confiance pour me voir paniquer. Ma meilleure amie, Dani. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Bonjour, futur marié. Tu as l'air de vouloir me dire que le fleuriste a perdu toutes les pivoines. Mon fiancé est sur le point de m'accuser d'infidélité à ma douche nuptiale, ai-je dit. Ma voix semblait étrangement calme dans mes propres oreilles, devant 50 personnes. Je n'ai jamais triché, mais je pense que lui, si. Il y a eu un temps de silence. Puis Dani, vive et concentrée, comme elle l'est au travail quand quelqu'un a fait une erreur de paix. J'arrive. 15 minutes. Ne bouge pas, elle a raccroché. J'ai regardé mon téléphone une seconde de plus, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Si Evan voulait des preuves, il allait en avoir. Au moment où Dani a fait irruption dans mon appartement, les cheveux en chignon désordonnés, portant des baskets dépareillées et sans maquillage, j'avais mon calendrier de travail ouvert, mes confirmations par email ouvertes, et le système de suivi du temps de mon entreprise chargé. Elle a claqué la porte derrière elle. D'accord, a-t-elle dit en posant ses clés sur le comptoir. Raconte-moi tout depuis le SMS. Ne saute rien. Je lui ai tendu mon téléphone. Elle a lu les messages, ses sourcils s'élevant plus haut à chaque ligne. Oh, il est fou, a-t-elle marmonné. D'accord, respire. On ne va pas paniquer. On va monter un dossier. C'est ça le problème, ai-je dit. Je n'ai pas de dossier parce qu'il n'y a rien. Je vais au travail. Je rentre à la maison. Je m'arrête peut-être pour faire des courses. Apparemment, c'est maintenant une liaison sordide. Lorraine, a-t-elle dit doucement. Toute ta vie est enregistrée. Tu es la reine des reçus. On va montrer ça. Pendant les 3 heures qui ont suivi, ma petite table de salle à manger s'est transformée en salle de guerre. Nous avons sorti 6 mois de mes relevés téléphoniques, des journaux d'accès par carte clé au travail, l'historique GPS de mon téléphone et de ma voiture, des images de sécurité de mon bureau. Mon patron, qui appréciait Evan et pensait que nous étions de bons partenaires professionnels, lui a passé un coup de fil et m'a obtenu ce que je demandais. Des emails de confirmation pour les 2 conférences, des notes de frais, des détails de vol, des registres de clés d'hôtel. Chaque nuit tardive pour laquelle il m'avait soupiré avait une trace numérique parfaitement ennuyeuse. Moi à mon bureau, entrant, sortant, mangeant des plats à emporter tristes sous des lumières fluorescentes. Chaque conférence suspecte avait des photos de groupe, des diffusions en direct de panels, et des horodatages qui ne laissaient aucune place à un homme mystérieux. Puis nous sommes revenus à Evan. Combien de fois a-t-il menti sur où il était, a demandé Dani en faisant défiler son historique de localisation avec une concentration effrayante. Nous avons croisé les pings GPS avec ses SMS et les histoires qu'il m'avait racontées. 23 fois en 6 semaines. 23 petites fractures où son point et ses mots ne correspondaient pas. Riverside Appartement revenait si souvent que ça commençait à ressembler à une blague. Quelqu'un qu'il connaît y vit, ai-je dit, la gorge serrée. On ne sait juste pas qui. Dani a ouvert LinkedIn sur son téléphone, a tapé « Riverside Appartement Traîné Gym » dans la barre de recherche et a commencé à chercher. Ça n'a pas pris longtemps. Lorraine, a-t-elle dit en tournant l'écran vers moi. Une photo de profil. Une femme en forme, jolie, en brassière de sport et leggings, souriant devant un mur de poids. Lieu, Riverside Appartement, appartement 6B. Profession, entraîneur personnel. Connexion mutuelle, Evan. En haut de son profil, anciennement sorti avec Evan Cole. Ami à nouveau maintenant. Ma vision s'est obscurcie une seconde. Ex-petit ami, entraîneur, Riverside, appartement 6B. Bien sûr, mon fiancé ne se contentait pas de me tromper. Il me trompait avec son ex. Le genre de cliché devant lequel j'avais levé les yeux au ciel dans les films avait apparemment décidé de s'installer dans ma vie réelle. Dani a regardé mon visage attentivement. Nous n'avons pas de preuves concrètes de ce qu'ils font là-dedans, a-t-elle dit, la voix douce. Mais 23 visites en 6 semaines pendant qu'il ment à ce sujet, un hôtel au milieu de la journée. Allons. J'ai posé mes paumes à plat sur la table pour les empêcher de trembler. Il va se tenir devant ma mère, ai-je dit lentement, et me traiter de tricheuse pendant qu'il fait ça. Oui, a-t-elle dit. Il le fera. Parce qu'il veut d'abord retourner le scénario. Un rire amer m'a échappé de la poitrine. Chef de projet informatique contre ex-petit ami avec un complexe de martyr, ai-je dit.
Il a vraiment choisi la mauvaise femme à manipuler. Les yeux de Dany ont brillé. Alors, que veux-tu faire? Pendant un instant, j'ai envisagé de ne pas y aller, de le laisser divaguer devant une salle pleine de gens sans moi, de le laisser brûler la réputation qu'il pensait mettre le feu. Mais alors j'ai vu le visage de ma mère dans mon esprit. Ma petite sœur, enregistrant probablement tout sur son téléphone. Mes nièces dans leur petite robe de demoiselle d'honneur, tout entendant sa version en premier. Non, s'il voulait un public, il pouvait en avoir un. Mais il n'était pas le seul à apporter une histoire. Je vais à ma douche nuptiale, ai-je dit. Et j'apporte la vérité sur une clé USB. Dany a souri, lentement et vivement. Alors, faisons un spectacle. Nous avons tout compilé dans une présentation propre et brutale, des diapositives avec des dates, des heures, des journaux, des captures d'écran, des colonnes intitulées « L'histoire des vannes » et « Réalité », des clips de moi au travail, des en-têtes de mai, des programmes de conférences. À la fin, nous avons ajouté les diapositives de Riverside, son SMS prétendant des courses et des soirées entre mecs, son point GPS à l'appartement 6B, son profil. 23 discordances en 6 semaines. Quand nous avons terminé, j'ai regardé l'écran titre. Rapport de vérification, 6 mois de reçu. Il ne me semblait pas réel que ma relation soit devenue un dossier de projet. Mais s'il voulait transformer ma vie en preuve, alors soit. Je savais comment gagner avec des preuves. À 13h30, mes cheveux étaient bouclés, mon maquillage était fait, et mes mains étaient parfaitement stables alors que je glissais la clé USB dans mon sac à main. Dany m'a serré l'épaule alors que nous nous dirigions vers la porte. Tu n'es pas obligé de faire ça, a-t-elle dit doucement. Tu peux partir, tout annuler tranquillement, ne plus jamais lui parler. J'ai croisé son regard. C'est lui qui a choisi de rendre ça public, ai-je dit. Je choisis juste de ne pas le laisser écrire mon histoire. Dehors, le ciel était d'un bleu douloureusement clair, le genre de bleu vif qui fait penser aux photos de mariage et ils vécurent heureux pour toujours. J'ai verrouillé la porte de mon appartement, j'ai pris une inspiration qui ressemblait à avaler du verre, et je me suis dirigé vers la voiture. Si ma vie devait exploser aujourd'hui, j'allais au moins être celle qui tenait le détonateur. Le country club ressemblait à une page de magazine. Des ballons blancs, des fleurs roses, du linge doux drapé sur des tables rondes. Le genre d'après-midi où tout le monde porte des couleurs pastel et fait semblant que la vie est délicate et jolie. Dany s'est garée et a coupé le moteur. Ça va, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit honnêtement, mais je suis stable. Elle a tenu mon regard une seconde, puis a hoché la tête. Sur le parking, je pouvais déjà voir des voitures que je reconnaissais. Le SUV argenté de ma mère, la petite hatchback bleue de ma sœur, un groupe de berlines de ses parents. Des rires s'échappaient chaque fois que les portes d'entrée s'ouvraient. Pendant un instant, je me suis demandé à quoi aurait ressemblé cette journée si les SMS n'étaient jamais arrivés. Moi, entrant, faisant semblant de ne pas savoir à quoi ressemblaient les centres de table. Tout le monde s'extasiant sur les voiles et les plans de table. Un univers différent. Dany est sortie de la voiture avec moi. Souviens-toi, a-t-elle dit à voix basse. Tu n'es pas le problème qui entre dans cette pièce. Tu es la solution. J'ai presque souri. On dirait mes réunions de lancement de projet. Bien. Va lancer quelque chose. À l'intérieur, la bouffée de climatisation m'a frappé, suivie de l'odeur de boucher traiteur et de punch trop sucré. Et puis sa mère. Elle s'est retournée, m'a vu, et son expression est passée d'un sourire d'hôtesse à une rage à peine contenue. Qu'est-ce que tu fais ici, a-t-elle exigé, s'avançant d'un pas sec sur des talons qui claquaient comme des accusations. Tu as beaucoup de culot de te montrer après ce que tu as fait. C'était presque drôle à quel point ils avaient rapidement décidé du scénario. C'est ma douche nuptiale, ai-je dit doucement. Je suis toujours la mariée. Pour l'instant, a-t-elle rétorqué. Pas après aujourd'hui. Mon fils va enfin dire la vérité à tout le monde. Derrière elle, un groupe de ses tantes me regardait comme si j'avais traîné de la boue sur un tapis blanc. Quelle vérité, a coupé la voix de ma mère. Elle est apparue à mes côtés, petite mais solide, les lèvres serrées en une ligne que je n'avais pas vue depuis mon adolescence, essayant de rentrer en douce après le couvre-feu. Sa mère ne l'a même pas regardée. La vérité sur qui est vraiment votre fille, a-t-elle dit. Ne vous inquiétez pas, vous l'entendrez bientôt. Elle a pivoté et s'est éloignée d'un pas sec. La main de ma mère a trouvé la mienne, l'a serrée fort.
Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle chuchoté. Attends, ai-je dit. Car si j'essayais d'expliquer maintenant, j'allais commencer la présentation dans le foyer. Nous sommes entrés dans la pièce principale. 50 personnes, plus ou moins, assises à des tables décorées, bavardant et sirotant des boissons. Un diaporama de photos d'enfance de moi et Evan passait sur l'immense télévision à l'avant. Nous dans un champ de citrouilles, nous à la plage, nous à une fête de Noël. J'avais l'impression de regarder des étrangers. Il est sorti de derrière la table des desserts dès qu'il m'a vu. Evan avait l'air calme. Trop calme. Costume sombre, sans cravate, cheveux parfaitement coiffés. Il y avait une étrange lueur dans ses yeux, un mélange de triomphe et de nervosité. « Tu es venu ?» a-t-il dit, comme si je l'avais surpris. Courageux. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ai-je répondu, assortissant son ton. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans mes dents, mais ma voix ne tremblait pas. Danny planait au bord de la pièce, le téléphone à la main, les yeux observant chaque détail. Il s'est penché plus près. « Tu pourrais encore t'épargner une partie de l'humiliation si tu pars maintenant, a-t-il murmuré. Je dirais simplement aux gens que nous avons rompu pour des raisons personnelles. C'est généreux, ai-je dit. Mais non merci. Je suis curieuse de voir tes preuves. Quelque chose a vacillé dans son expression. De l'agacement ou de la peur. C'est parti aussi vite que c'est venu. Comme tu veux, a-t-il dit. Il s'est dirigé vers l'avant de la pièce et a pris le microphone. Le bavardage s'est immédiatement arrêté. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, a-t-il commencé, la voix douce, répétée. Je sais que c'est censé être une célébration, et croyez-moi, j'aimerais que ce soit toujours le cas, mais avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose qui change tout. Ma sœur a arrêté sa gorgée, ses yeux se posant sur moi. J'ai fait le plus petit signe de tête. Continue de regarder. Depuis des mois maintenant, a poursuivi Evan, j'ai le sentiment que quelque chose ne va pas. Des nuits tardives au travail, des voyages d'affaires suspects, un comportement étrange avec son téléphone, mais j'ai fait confiance à Lorraine. Je voulais croire que j'imaginais des choses. Il a fait une pause pour les faits. Quelqu'un près du fond a chuchoté. Mais mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Alors j'ai commencé à faire plus attention et j'avais raison. Halètement. Quelques mains se sont portées à la bouche. Une de ses tantes a secoué la tête tristement. Ma mère s'est à moitié levée de sa chaise. Lorraine, qu'est-ce que... Sa main s'est levée. S'il vous plaît, laissez-moi juste finir. Il s'est retourné vers la foule, les yeux brillants d'une douleur répétée. Pendant que je planifiais notre mariage de rêve, a-t-il dit, pendant que ma famille et moi payions des acomptes, réservions des fournisseurs et nous préparions à l'accueillir dans nos vies, Lorraine avait une liaison. Et voilà, le mot « liaison », comme une gifle. Elle a menti sur où elle était, a-t-il poursuivi, utilisant le travail comme couverture, se faufilant. J'ai rassemblé assez de preuves pour savoir que c'est vrai. Je ne pouvais pas, en bonne conscience, épouser quelqu'un qui me ferait ça, à nous. Il m'a regardé alors, les yeux me demandant la permission de m'écraser. Quelque chose à dire, Lorraine, a-t-il demandé dans le micro. Avant que tout le monde voie ce que tu as fait. 50 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Pendant une seconde, la pièce a basculé et j'avais de nouveau 20 ans, sur le point de pleurer devant une classe d'université parce que j'avais oublié mes lignes dans une présentation. Puis le moment est passé. Oui, ai-je dit, ma voix portant sans microphone. J'aimerais dire quelque chose, et si ça ne vous dérange pas, j'aimerais aussi utiliser l'écran. Un murmure a parcouru la foule. Le technicien audiovisuel, un membre du personnel ennuyé en polo, a regardé Evan. Il a hoché la tête, pensant clairement que j'allais avouer ou supplier. Je me suis avancé, sentant le poids du jugement de 50 personnes peser sur ma peau. Ma main n'a pas tremblé en sortant la clé USB de mon sac à main. Je pouvais sentir le regard de la mère d'Evan me brûler le dos. Le diaporama de photos d'enfance s'est éteint. L'écran titre que j'avais créé ce matin-là est apparu. Rapport de vérification. 6 mois de documentation. L'effet a été immédiat. Sa suffisance a vacillé. Ma sœur, que Dieu la bénisse, a tranquillement sorti son téléphone et a commencé à enregistrer. Alors, ai-je dit en prenant le microphone de son support. Vous avez mentionné les nuits tardives au travail. Commençons par là.
J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Le 3 avril, ai-je lu. Evan m'a dit que j'agissais de manière suspecte en rentrant à 22 heures d'une migration de système. Voici mon calendrier de travail indiquant une maintenance programmée de 18 à 23 heures. Voici le journal du bâtiment montrant que ma carte clé a été passée à 17h52 à l'entrée et à 22h14 à la sortie. Et voici des images de sécurité de mon bureau avec un horodatage. Sur la télévision, une vidéo granuleuse de moi penché sur mon clavier en sweat à capuche a été diffusée. Quelqu'un près du devant a laissé échapper un sifflement bas. Le 10 avril, ai-je continué. Même chose. Le 24 avril. Le 1er mai. Le 8 mai. Chaque fois, l'histoire était la même. J'étais accusé de cacher quelque chose. Chaque fois, la documentation montre que j'étais exactement là où j'avais dit que j'étais, au travail. J'ai rapidement parcouru chaque diapositive, sans m'attarder, laissant juste les dates et les heures s'accumuler comme des briques. La pièce est devenue très silencieuse. Maintenant, les conférences d'affaires, ai-je dit. Conférence 1, du 15 au 16 mars. Voici la confirmation de réservation de l'entreprise. Ma note de frais avec chaque repas et transaction, des photos des sessions, et les registres de clés d'hôtel montrant que je suis rentré dans ma chambre avant 22 heures les deux soirs. Sur l'écran, une photo de moi et de 20 collègues dans une salle de bal éclairée au néon est apparue, badge de travers, la moitié d'entre nous ayant l'air épuisés. Conférence 2, du 22 au 24 avril. Même chose, documentation complète, pas de lacunes, pas de disparition, pas d'homme mystérieux. J'ai laissé ça en suspens un instant. Evan, ai-je dit en me tournant vers lui. Tu as dit que tu avais la preuve que je trichais. J'adorerais la voir. S'il te plaît, montre à tout le monde cette preuve que tu as mentionnée. Il a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Le silence s'est étiré. C'est ce que je pensais, ai-je dit doucement dans le micro. Un rire nerveux a éclaté quelque part à l'arrière. Sa mère a sifflé, c'est scandaleux, mais elle ne s'est pas levée. Maintenant, ai-je continué. Voici la partie intéressante. Diapositive suivante. À gauche, des captures d'écran des SMS d'Evan à moi au cours des 6 dernières semaines. À droite, une carte avec un petit point bleu. L'emplacement déclaré d'Evan, ai-je dit, par rapport à ses données GPS réelles. J'ai cliqué. Mercredi 7 mai. Tu m'as dit que tu étais chez Tyler pour l'aider avec son nouveau barbecue. Ça sentira peut-être la fumée quand je rentrerai. Tu te souviens? Ton GPS te montre à Riverside appartement 6B spécifiquement, de 19h à 23h45. Quelqu'un près de son côté de la pièce a halté. Son visage est devenu blanc. Vendredi 9 mai, ai-je poursuivi. Tu as dit que tu faisais du shopping avec ta mère, que tu lui tenais la main pendant qu'elle choisissait des chaises, je crois que c'était les mots. Le GPS te montre au Marriott du centre-ville de 13h à 16h. C'est un drôle de magasin de meubles. Sa mère a en fait lâché, quoi, assez fort pour que tout le monde l'entende. J'ai cliqué à nouveau. Jeudi 15 mai, tu m'as dit que tu avais une soirée entre mecs. Selon tes SMS, poker et bière. Ton GPS. J'ai regardé l'écran. Riverside appartement à nouveau jusqu'à 2h14 du matin. J'ai commencé à aller plus vite, chaque diapositive une nouvelle mensonge. Course, salle de sport, rapide arrêt à la quincaillerie. Riverside. 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 23 fois en 6 semaines, ai-je dit doucement. Ton emplacement ne correspondait pas à ton histoire. 23 fois tu as menti sur où tu étais. Étage 11 fois le mois dernier, tu étais à l'appartement 6B. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Un nom et un profil LinkedIn ont rempli l'écran. Une femme en forme en tenue de sport, souriant avec confiance sous son nom, entraîneur personnel. Résidente de Riverside appartement 6B. Connexion mutuelle, y compris Evan. Ceci, ai-je dit, est votre ex-petite amie. Celle qui vit dans l'appartement 6B, celle dont vous m'avez dit que vous n'étiez plus que des amis, celle avec qui vous avez commodément recommencé à vous entraîner pour vous mettre en forme pour le mariage. La pièce a explosé. Les gens parlaient les uns par-dessus les autres. Ces demoiselles d'honneur se précipitant vers lui, les visages pâles, sa mère disant « ce n'est pas », c'est sorti de son contexte, même si elle regardait l'écran comme s'il l'avait personnellement trahi.
Ma mère m'a juste regardé, les yeux brillants, non pas de honte, mais de quelque chose comme une fierté féroce et douloureuse. J'ai débranché la clé USB. La télévision est devenue noire. J'ai soulevé le microphone une dernière fois. Le mariage est annulé, ai-je dit, la voix stable. Les fournisseurs seront contactés lundi. Ma moitié des acomptes sera remboursée si possible. À ma famille, merci d'être là. À sa famille. J'ai hésité, puis j'ai décidé que je leur en avais assez donné. Vous voudrez peut-être poser quelques questions à Evan sur ses séances d'entraînement. J'ai posé le microphone et je suis parti. Derrière moi, la pièce s'est dissoute dans le chaos. Ma sœur et ma mère ont suivi immédiatement, Danny se mettant à mon autre côté alors que nous passions les portes et sortions au soleil. Sur le parking, l'air semblait mince et dur. Mes genoux voulaient fléchir, mais ma colonne vertébrale a tenu. Ça, a dit ma sœur, à moitié riant, à moitié pleurant, c'était la chose la plus folle que j'ai jamais vue de ma vie. Ma mère a enroulé ses bras autour de moi. Je suis si désolé, ma chérie, a-t-elle chuchoté dans mes cheveux. Mais je suis si fier de toi. Mon téléphone a commencé à vibrer dans ma main. Des appels, des SMS, des notifications s'empilant si vite que l'écran est devenu flou. Je l'ai retourné. J'ai faim, je me suis entendu dire. Rentrons à la maison. Nous nous sommes éloignés du club tandis que quelque part derrière nous, mon presque mari essayait de trouver comment tourner une histoire qui venait de voler en éclats devant 50 témoins. Mon appartement m'a semblé étrangement silencieux à notre retour, comme si les murs retenaient leur souffle. Danny a commandé une pizza avant même que j'aie enlevé mes chaussures. Ma sœur a enlevé ses talons avec un grognement. Ma mère a mis de l'eau sur le feu comme si j'étais une enfant qui avait besoin d'être nourrie après un cauchemar. Nous n'avons pas parlé de la douche. Pas encore. J'ai pris une douche, j'ai mis des vêtements doux et j'ai attaché mes cheveux en un chignon lâche. Quand je suis revenu, la pizza était sur la table basse, ouverte, la vapeur s'élevant. Ma sœur avait mis une sitcom en sourdine, un bruit de fond pour le choc. C'était surréaliste. Il y a 1 heure, 50 personnes ont vu mon mariage imploser. Il y a 1 heure, le visage d'Evan s'est affaissé en réalisant que le scénario qu'il avait écrit avait été déchiré devant un public. Il y a 1 heure, ma vie a bifurqué. La pizza était bonne. La télévision était assez forte pour couvrir le bourdonnement de mon téléphone, que j'avais mis en mode « ne pas déranger ». À 20 heures, après que tout le monde soit rentré et que je me sois lavé le visage pour la 2e fois, j'ai finalement regardé mon écran. 32 appels manqués de sa mère, de sa sœur, de numéros aléatoires. 2 messages vocaux de numéros que je ne reconnaissais pas. Des SMS, des dizaines. D'une demoiselle d'honneur, je suis tellement désolé, nous n'avions aucune idée. D'un cousin, est-ce que c'est vrai? S'il te plaît, dis-moi que tu vas bien. Un de son meilleur ami, je savais que quelque chose n'allait pas. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Et un d'Evan. Tu as détruit ma vie. J'espère que tu es heureuse. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. Puis j'ai tapé, tu as essayé de détruire la mienne avec des mensonges. Je suis juste venu avec des reçus. Bonne nuit. J'ai bloqué son numéro et je suis allé me coucher. Dimanche matin, 8h15. Un martèlement fort et agressif m'a réveillé en sursaut. Le genre de martèlement qui fait battre votre cœur la chamade avant même que votre cerveau ne le fasse. J'ai trébuché jusqu'au Judas dans mon t-shirt trop grand. Le père d'Evan se tenait de l'autre côté de ma porte. Le frère d'Evan à côté de lui, les bras croisés, la mâchoire serrée. Merveilleux. Je n'ai pas ouvert. Son père a élevé la voix. Il faut qu'on parle. J'ai élevé la mienne en retour. Non, il ne le faut pas, ouvre cette porte tout de suite, a aboyé le frère. Arrête d'être enfantine. Ou quoi? Ai-je dit à travers la porte. Tu vas la défoncer? S'il te plaît, fais-le. J'appellerai la police et je les laisserai s'occuper de toi. Silence. Puis son père a essayé un ton plus calme. Nous voulons juste comprendre ce qui s'est passé hier. Evan est contrarié. J'ai laissé échapper un rire sans humour. Votre fils me trompe depuis des mois. Il a menti sur tout. Puis il a essayé de m'accuser publiquement d'infidélité pour ruiner ma réputation avant que la vérité n'éclate. J'ai montré des preuves. C'est ce qui s'est passé.
Plus de silence. Son père a finalement dit, il a fait une erreur. Il a fait 200 erreurs, ai-je répondu. Ne minimisez pas ce qu'il a fait et arrêtez de venir chez moi. Dites-lui, ainsi qu'à toute votre famille, d'arrêter de me contacter. Nous avons terminé. Ils sont finalement partis. Dès que leurs pas se sont estompés, j'ai appelé mon propriétaire. J'ai tout expliqué brièvement, vaguement, mais assez. Il a soupiré et a dit, honnêtement, nous avons déjà vu des situations comme celle-ci. Changeons vos serrures. À midi, les serrures étaient neuves. 180 $, chaque centime en valait la peine. Lundi était le jour des fournisseurs, un jour que je redoutais même avant hier. Le lieu était non remboursable. Mon acompte de 3000 $ s'est évaporé avec un email poli. Le photographe était dans la fenêtre des 30 jours. Perdu 12 nouveaux traiteurs, remboursement partiel. Digi 50%. Fleuriste, aucun. À la fin de la journée, j'ai fait le bilan des dégâts. Environ 5600 $ de perdus. Douloureux, mais moins cher qu'un divorce. Evan a essayé d'appeler de différents numéros tout au long de la journée. J'ai bloqué chacun d'eux. Mardi après-midi, la sécurité de mon bureau a appelé mon poste. Il y a une femme ici qui demande à vous voir. Elle dit que c'est urgent. Qui? Elle n'a pas donné de nom. Elle a dit que vous la connaissez. J'ai fermé les yeux. Demoiselle d'honneur, ai-je deviné. Cheveux noirs, manteau blanc, cils dramatiques. Oui, en fait. Je ne suis pas disponible, ai-je dit. Nous n'avons rien à nous dire. Elle s'est apparemment assise dans le hall pendant 2 heures avant de partir. Mes collègues ont chuchoté. J'ai ignoré chaque regard curieux. Mercredi, les choses ont dégénéré. La mère d'Evan a publié sur Facebook un long manifeste émotionnel et théâtral sur la violation de la vie privée de sa future belle-fille, suivie, maltraitée, humiliée par un homme contrôlant avec un accès technologique. Elle m'a tagué. Elle a tagué mon employeur. Elle a posté des photos d'Evan en pleurs. Il y avait 30 partages en 10 minutes. 1 heure plus tard, mon patron a frappé à la porte de mon bureau. Et, a-t-il dit prudemment. J'ai vu quelque chose de bizarre sur les réseaux sociaux. Tu vas bien? J'ai expiré et je lui ai dit la vérité. Stable, factuel, sans enjoliver. Puis je lui ai envoyé par email toutes les pièces de documentation que j'avais montrées à la douche nuptiale. Il l'a lu. Ses sourcils se sont haussés. D'accord, a-t-il dit. Alors elle a beaucoup menti. Oui, ai-je dit. Tu as besoin de quelque chose, a-t-il demandé. Non, ai-je dit, je vous le fais juste savoir au cas où les RH entendraient quelque chose. Il a hoché la tête. Pour ce que ça vaut, tu as géré ça comme une pro. Et tu as échappé à une balle. Cette phrase m'est restée toute la journée. Jeudi, l'ex-petite amie entraîneur s'est présentée à mon appartement. Elle a frappé fort. J'ai ouvert la porte contre mon gré, mais j'ai gardé la chaîne. Elle se tenait là en leggings et crop top, les bras croisés, l'air furieuse et peu sûre d'elle à la fois. Il faut qu'on parle, a-t-elle lancé. Non, ai-je dit. Il ne le faut pas, il a dit que tu étais abusive, a-t-elle insisté. Il a dit que tu contrôlais tout, qu'il t'avait quitté il y a des mois, que tu l'avais forcé à, je l'ai coupé. Quand l'as-tu vu pour la dernière fois? Elle a cligné des yeux. Hier soir. Intéressant. Hier soir, il a essayé de m'appeler 6 fois. D'accord, ai-je dit. Quand a-t-il dit qu'il avait rompu avec moi? Il y a des mois, a-t-elle dit. Il a dit que la relation était morte et toxique. Nous devions nous marier dans 3 semaines, ai-je dit simplement. La douche nuptiale a eu lieu il y a 5 jours. Son visage s'est vidé de sa couleur. Et j'ai ajouté, son appartement, l'appartement 6B, il y est allé 23 fois en 6 semaines en me mentant. En te mentant. Alors tu voudras peut-être réévaluer qui est vraiment toxique ici. Ses lèvres ont tremblé. Elle n'a pas discuté. Elle ne l'a pas défendu. Elle a juste chuchoté, je ne savais pas, et elle est partie. J'ai fermé la porte et j'ai verrouillé tous les verrous. Boum. Ce soir-là, j'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond. Ce n'était pas fini. Loin de là. Il y aurait d'autres retombées. Je pouvais le sentir monter comme une tempête, mais je n'avais pas peur.
Je me sentais stable, et c'était un autre genre de pouvoir. La nuit de jeudi s'est fondue dans le matin de vendredi avec un étrange silence électrique, comme si l'univers retenait son souffle. J'étais en pleine séance à la salle de sport, essayant d'évacuer le sentiment d'oppression dans ma poitrine, quand j'ai vu Evan marcher vers moi dans le reflet du miroir. Non, pas Evan, son ex, l'entraîneur. Son expression m'a tout dit avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Mais cette fois, elle n'était pas en colère. Elle avait l'air dévastée. Elle n'a pas dit un mot avant de se retourner et de sortir directement. Et j'ai compris. Elle l'avait confronté. Elle avait eu la vraie histoire. Un autre fil de sa toile s'est rompu. Mais la vraie tempête arrivait toujours. Vendredi après-midi, la tempête est arrivée. Je suis entré dans le hall de mon immeuble et je l'ai presque percuté. Evan, debout là comme s'il avait répété le moment. Ses yeux étaient rouges, comme s'il n'avait pas dormi ou s'était forcé à pleurer pour les faits. Sa voix était basse et dramatique. « Lorraine, il faut qu'on parle. »« Non, » ai-je dit, sans ralentir. « Il ne le faut pas », il a tendu la main, ne me touchant pas, mais me barrant la route. « S'il te plaît, écoute-moi. » J'ai regardé sa main. « Bouge, Evan. » Il a dégluti, a retiré sa main, mais m'a suivi à 3 pas derrière alors que je me dirigeais vers l'ascenseur. « Écoute, » a-t-il dit. « Je sais que j'ai merdé. » Ça m'a presque fait rire. « Merdé » ai-je répété. « Tu m'as trompé pendant des mois avec ton ex et ensuite tu as essayé de m'accuser de ton crime devant 50 personnes. » Sa mâchoire s'est contractée. J'étais confus. « Tu n'étais pas confus » ai-je dit. « Tu as été pris. » Il y a une différence. Il est entré dans l'ascenseur avec moi avant que je puisse l'arrêter. Les portes se sont fermées. Il a baissé la voix en un murmure. « Je ne voulais pas te perdre. » J'ai appuyé sur le bouton plus fort que nécessaire. « Tu m'as perdu à la seconde où tu as menti. » Lorraine. Il a secoué la tête, les larmes montant de façon dramatique. « Je t'aime. » Non, tu aimes le contrôle, ai-je dit. Tu aimes l'attention. Tu aimes être la victime. Tu ne m'aimes pas. Les gens qui t'aiment ne font pas ce que tu as fait. L'ascenseur a sonné. Je suis sorti. Il a suivi. Arrête, ai-je lancé en me retournant. Ne me suis pas dans mon couloir. S'il te plaît, a-t-il dit, la voix se brisant. On peut surmonter ça. Je l'ai regardé pendant une longue et froide seconde. Evan avait toujours été charmant, doué pour les lettres, les discours au fait, un conteur naturel quand il était le héros. Mais là, suppliant, essayant de déformer à nouveau le récit, quelque chose en moi a cliqué. Ce n'était pas du chagrin d'amour. C'était de la clarté. Ce n'est pas une histoire que tu peux réécrire, ai-je dit. Et je ne suis pas un personnage que tu peux manipuler. Il a cligné des yeux rapidement. Je suis désolé, a-t-il chuchoté. Non, ai-je dit. Tu es désolé d'avoir été pris. Il a tressailli. Je l'ai contourné, je suis allé à ma porte et je l'ai déverrouillée avec mes toutes nouvelles clés. Ne me recontactez plus, ai-je dit sans me retourner. En refermant la porte derrière moi, j'ai entendu un doux et pathétique « Tu jettes 4 ans ». Je n'ai pas répondu. Il les avait déjà jetés. Samedi après-midi, mon téléphone a vibré avec un appel d'une demoiselle d'honneur utilisant un numéro que je n'avais pas encore bloqué. Contre toute attente, j'ai répondu. Écoute, a-t-elle dit sans bonjour. Elle sait qu'elle a merdé. Evan est dévasté. Sa famille est en ruine. Devais-tu l'humilier comme ça? J'ai fermé les yeux. Les jeux humiliés, ai-je demandé. Où a-t-il choisi une scène, un microphone et un public pour m'accuser d'infidélité? Elle a fait une pause. Eh bien, oui, mais quand même. Tu aurais pu gérer ça en privé. Il ne voulait pas de privé, ai-je dit. Il voulait du public, alors il a eu du public, avec la vérité. Un long soupir a crépité à travers le téléphone. Il est brisé, Lorraine. Complètement brisé. Il s'est brisé lui-même. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais fatigué et stable, une étrange combinaison qui ressemblait presque à de la force. Oui. Dimanche matin, l'entraîneur a publié sur Instagram une longue légende sur un fond noir. Je ne savais pas.
Je ne savais pas pour le mariage. Je ne savais pas pour les mensonges, et je veux m'excuser publiquement auprès de la femme qui méritait mieux que ce qu'elle a eu. Puis des captures d'écran. Des SMS d'Evan. Elle ne veut rien dire. C'est toi que je veux. S'il te plaît, ne m'ignore pas. Elle est contrôlante. Elle m'a forcé à rester. Je jure que nous avons rompu il y a des mois. La section des commentaires est devenue folle. Ses amis, ses abonnés, des connaissances mutuelles, tout le monde demandant des réponses. Quelqu'un m'a tagué. Puis 10 autres personnes l'ont fait. Danny me l'a envoyé avec une seule ligne. Ma fille, il vient de se faire atomiser. J'ai regardé mon téléphone pendant un long moment. Sans me réjouir, sans être satisfaite, juste triste, car ça n'avait pas à être comme ça. C'est lui qui a fait ça. Il a tout brûlé, essayant de me mettre le feu en premier. La deuxième semaine est arrivée et les choses n'ont fait qu'empirer. Lundi matin, on a frappé à ma porte. Un coursier, une enveloppe en papier craft. J'ai signé, j'ai ouvert, et je me suis figé. J'étais poursuivi en justice. Evan me poursuivait pour détresse émotionnelle, violation de la vie privée, diffamation. Dommages et intérêts demandés, 25 000 $. J'ai éclaté de rire. Un aboiement sec et sans humour. Puis j'ai envoyé un SMS à Danny, recommandation d'avocat maintenant. Elle m'a envoyé un numéro instantanément. L'après-midi, j'étais dans la salle de conférence d'un cabinet d'avocats, en face d'un avocat aux cheveux argentés et à la voix terrifiante de calme. Je lui ai tout remis. Mes preuves, les SMS, la présentation, les publications sur les réseaux sociaux, les enregistrements, les captures d'écran, la chronologie. Il a pris 15 minutes pour tout lire. Puis il s'est penché en arrière, a croisé les mains et a dit, il n'a aucun dossier. Zéro, en fait. Il a fait une pause. C'est de la vengeance et du harcèlement. Nous pouvons contre-attaquer. Combien, ai-je demandé. 3 000 de provision, a-t-il dit. Nous récupérons probablement les frais. Je n'ai pas hésité. Faites-le. Il a hoché la tête. Bien. Et Lorraine, la plupart des gens s'effondrent sous ce genre de choses. Vous êtes impressionnamment calme. Je ne suis pas calme, ai-je dit. Je suis furieuse. Bien, a-t-il dit. Utilisez ça. Mardi, la mère d'Evan a intensifié. Une autre publication publique. Des photos d'Evan pleurant sur un canapé, des hashtags sur les abus, des paragraphes larmoyants sur les « femmes fortes punies pour avoir dit la vérité ». Elle m'a de nouveau tagué, et mon employeur à nouveau. Ma mère a appelé 5 minutes après sa publication. Cette femme est délirante, a-t-elle fulminé. Si elle publie un autre mensonge, je jure devant Dieu. Maman, ai-je dit, mon avocat envoie une mise en demeure. Elle a fait une pause. Alors, bien. Détruis-la. J'ai cligné des yeux. Ma mère est une personne gentille, douce, qui évite les conflits. L'entendre dire ça, quelque chose en moi s'est adouci. Ça faisait du bien d'être défendu. Mercredi, l'entraîneur a de nouveau publié. Des captures d'écran d'Evan la suppliant de se remettre ensemble, prétendant que je l'avais forcé à sortir avec elle. Les commentaires étaient vicieux. Ma fille, fuit, usine à signaux d'alarme, waouh, il a menti aux deux. Ordure. Petit à petit, l'illusion qu'Evan s'était construite a été publiquement déchiquetée, et il l'a fait tout seul. Jeudi, son avocat a appelé le mien. Peut-être, a dit l'avocat, que nous pouvons parvenir à un règlement. Mon avocat a demandé, quel règlement? Elle abandonne tout. Il abandonne tout. Table rase. Mon avocat a éclaté de rire. Pas de contre-offre. Il abandonne la poursuite. Il cesse tout contact. Il retire toutes les publications diffamatoires. Et il paie ses frais de justice. Il y a eu un long silence de l'autre côté. Nous en discuterons. Vendredi, une lettre est arrivée, manuscrite, de 6 pages. L'écriture d'Evan. C'était un ramassis d'excuses, de justifications, de manipulations. Tu es mon âme sœur. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. On peut surmonter ça. Suivi de, j'ai contribué pour plus de 15 000 $ en cadeaux, en temps, en efforts et en investissement émotionnel à notre relation.
Peut-être que nous pouvons régler les choses en reconnaissant mon investissement. Mon avocat l'a lu et a dit, c'est de l'or. Il vient d'admettre qu'il s'agit d'argent, pas de détresse émotionnelle. J'ai relu la dernière ligne de la lettre. Je pense que 15 000 est juste. Il essayait de m'envoyer une facture pour être sorti avec lui. J'ai eu la nausée, puis je suis devenu en colère, puis clair. J'ai conservé les pages. Documenté, daté, photographié. Samedi matin, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu par habitude. Lorraine, a dit une voix familière, le père d'Evan. Il a soupiré lourdement, comme s'il était la victime. Écoutez, fils. Je ne suis pas votre fils, ai-je lancé. Il s'est corrigé. Lorraine, soyons adultes. Abandonnez la contre-poursuite. Evan abandonnera la sienne. Mettons fin à ça. C'est lui qui a intenté le procès, ai-je dit. S'il veut qu'il disparaisse, il peut l'abandonner en premier. Il est blessé, a dit son père. Il a fait une erreur en intentant le procès, mais vous aggravez les choses. Non, ai-je dit. Votre fils a aggravé les choses au moment où il a essayé de ruiner ma vie en public. Il y a eu une pause, puis une menace déguisée en inquiétude. Vous allez le regretter. Nous avons des avocats dans la famille. Nous pouvons rendre ça très cher. Cool, ai-je dit. Mon avocat dit que nous récupérons les frais. Il a raccroché. J'ai bloqué son numéro et j'ai expiré. Un autre fil coupé, mais la guerre n'était pas terminée. Pas encore. Dimanche a été étrangement calme. Un silence qui ressemblait moins au calme qu'à la respiration avant un tremblement de terre. Pas d'appel, pas de coup à ma porte, pas d'alerte sur les réseaux sociaux, rien. Cela m'a presque mise mal à l'aise, mais le lundi matin a prouvé pourquoi. À 9h12, alors que je sirotais un café à mon bureau, j'ai reçu une notification par email de mon avocat. Objet, mise à jour de la partie adverse. Lorraine, sa poursuite a été abandonnée. Aucune explication fournie. Prochaines étapes ci-dessous. Juste comme ça, disparu. Retiré sans excuse, sans reconnaissance, sans responsabilité. Mon avocat a suivi avec une note. Leur camp est clairement en train de paniquer. Ils essaient de mettre fin à ça discrètement, mais nous avons toujours un levier. Il a envoyé une dernière demande à l'avocat d'Evans, retirer toutes les publications diffamatoires sur les réseaux sociaux, publier une rétractation, cesser tout contact, payer 5 000 $ de frais de justice, ou nous procédons à la contre-poursuite. Je l'ai lu 2 fois, non pas parce que j'en doutais, mais parce qu'une partie de moi, un petit reste effrayé, ne s'était jamais attendue à se sentir aussi puissante. Mercredi, le premier domino est tombé. Tout l'historique Facebook de la mère d'Evan des 3 dernières semaines a disparu. Chaque publication sur les abus, les violations de la vie privée, les hommes contrôlants, tout a été supprimé. Pas d'excuses, pas d'aveux, juste le silence. Mon téléphone a vibré avec un message de mon avocat. Progrès. Attendez-vous à plus d'ici vendredi. Jeudi, son avocat a envoyé un message laconique. Mon client paiera 4500 $ de frais. Plus de contacts. Considérez ceci comme un règlement acceptable. Mon avocat me l'a transmis avec une seule ligne. Nous avons demandé 5 000 $. Ils ont envoyé 4500 $. Accepté. Vous êtes libre. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, regardant l'email. 45, ça ne couvrait pas tous mes acomptes perdus. Ça ne couvrait pas tout le carnage émotionnel. Ça n'effaçait pas ce qui s'était passé. Mais c'était quelque chose de tangible. Une reconnaissance financière qu'ils avaient tort, que je n'avais pas tort. Cela comptait plus que je ne l'avais prévu. Vendredi, la dernière fissure est apparue. Un SMS d'un numéro aléatoire a illuminé mon écran à 18h17. Je déménage, je quitte la ville. Je ne supporte pas que tout le monde sache ce qui s'est passé. J'espère que tu es heureuse. Tu as gagné. Je l'ai lu une fois, puis une autre. C'était l'homme qui avait essayé de me détruire publiquement avec des mensonges, confiant qu'il pourrait déformer le récit, faire de moi la méchante, s'en tirer sans problème. Il s'était construit une maison d'histoire, et elle s'est effondrée sur lui. J'ai supprimé le message, bloqué le numéro, et j'ai continué ma soirée. 5 semaines ont passé,
assez de temps pour que l'adrénaline s'estompe, pour que la colère se refroidisse en quelque chose de plus calme. Deuil, clarté, croissance. Ma vie a lentement commencé à se reconstruire autour du cratère qu'il a laissé. De manière inattendue, le travail allait bien. Mon patron me faisait plus confiance, m'a confié un nouveau projet majeur. Danny venait plus souvent, parfois pour rire, parfois pour pleurer, parfois pour manger des Doritos à minuit comme si nous étions des adolescents. Ma mère prenait de mes nouvelles constamment. Ma petite sœur m'envoyait des TikTok qui me faisaient éclater de rire. Mon thérapeute m'a dit que je devais arrêter de m'excuser de prendre de la place. Petit à petit, ma vie ressemblait moins à un miroir brisé et plus à une mosaïque. Différente, mais entière. Un après-midi, j'ai ouvert le tiroir où j'avais fourré la bague de fiançailles. Je l'ai tenue dans ma paume pendant une longue minute. Elle me semblait étrangère, comme si elle appartenait à une version passée de moi qui n'existait plus. Je l'ai emmenée chez un bijoutier. Il l'a examinée sous des lumières vives, son visage neutre. Je peux vous en donner environ 60% de sa valeur d'origine, a-t-il dit. Marché conclu. J'ai utilisé l'argent comme acompte pour une nouvelle voiture. Quelque chose d'efficace, de fiable, à moi. Un nouveau départ avec des roues. Les gens n'arrêtaient pas de me demander, regrettes-tu de l'avoir exposé publiquement? Non, il a choisi la scène. Il a choisi le public. Il a choisi le microphone. Il voulait des applaudissements pour m'avoir traité de méchante. Je ne l'ai juste pas laissé finir la pièce. Et je ne l'ai pas laissé réécrire mon histoire. Un soir, ma meilleure amie m'a emmené boire un verre. Nous n'avons pas parlé du mariage, du procès, ou des vannes. Pas une seule fois. Nous avons parlé d'un mème de travail stupide, de son nouvel appartement, d'un cours de cuisine que nous voulions essayer, de la coupe de cheveux douteuse du barman. Sur le chemin du retour, à mi-chemin de la rue principale, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas pensé à Evan de toute la journée. Pas une seule fois. Pas même quand quelqu'un est passé en portant son parfum. Pas même quand mon téléphone a vibré. Pas même quand nous avons parlé de mariage, de relations ou de signaux d'alarme. Il n'a pas existé dans mon esprit pendant une journée entière. Et c'était une plus grande victoire que le règlement, les menaces au tribunal ou les publications Facebook supprimées. Cela signifiait que j'étais libre. Enfin, entièrement libre. En fin de compte, les preuves que j'ai présentées ne visaient pas seulement à prouver que je n'avais pas triché. Il s'agissait de refuser d'être manipulé, de refuser de laisser quelqu'un d'autre réécrire la vérité, de refuser de laisser un menteur faire de moi un personnage de sa tragédie. Il a essayé de faire de moi la méchante, mais à la fin, il est devenu le conte moralisateur, et je suis parti.